On se retrouve aujourd'hui pour le premier bilan lecture du mois de janvier. On va pas traîner, c'est parti, on y va. Je vais vous parler de 6 lectures, les 6 premières de janvier. Je vais les faire dans l'ordre chronologique puisque c'est comme ça que je les ai notées sur mon cahier. Donc 6 lectures, écoutez, 6 bonnes lectures, donc ça démarre très bien. Vous savez, si vous avez vu mon monthly reset, enfin mon bilan de lecture de janvier, que je n'ai pas eu de flop en janvier. Donc a priori, on va parler que de bonnes, voire très bonnes, voire excellentes lectures. Et c'est très chouette, ça fait plaisir. Première lecture que j'ai terminée en début janvier, c'était Skyward, le 3e tome de Brandon Sanderson, que j'ai lu en lecture commune avec Emmeline et que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que Skyward se bonifie avec les volumes en fait. C'est-à-dire que, enfin surtout le personnage de Spensa se bonifie avec les volumes. Spensa dans le 1, c'est une ado en colère contre sa société, ça s'entend, elle a ses raisons, mais qui est assez égoïste et très, assez égocentrée et égoïste. Encore une fois, pour des raisons que je peux entendre, mais j'avais du mal avec ce personnage parce que je trouvais qu'elle était pas très lucide dans la manière d'appréhender ses relations avec autrui. Donc j'avais du mal avec ce personnage. Ça s'était amélioré vers la fin du 1, ça s'est amélioré dans le 2, et dans le 3, vraiment, j'ai aimé ce personnage. Et je suis ravie de vous le dire, c'est une des plus belles évolutions de personnage que j'ai lues sur l'année 2023, du coup début 2024. C'est une des plus belles évolutions de personnage avec Amalia de Capitale du Nord, et j'en suis ravie. Elle grandit, elle change, elle évolue, et si l'auteur a fait ça à dessein, c'est très très réussi parce qu'on la voit devenir adulte, prendre du recul, se remettre en question. Déjà dans le 2 c'était le cas, elle se disait que, enfin voilà, elle réalisait que il y avait des choses qu'elle pouvait pas faire, il y avait des manières de se comporter avec les autres, et il y avait aussi parfois une nécessité de se retenir, de dire tout ce qu'on pensait, et c'était très chouette. Et là dans le 3 c'était encore mieux. J'ai beaucoup aimé aussi ce 3e volume parce qu'on change totalement de contexte, je ne vous en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler, et c'est un contexte qui est très différent, très particulier, et qui m'a rendue vraiment très curieuse. On est vraiment dans toute autre chose que les volumes précédents, et ça a un côté un peu perché, un peu Alice au pays des merveilles, et je pense que c'est probablement une des inspirations de l'auteur parce que certaines choses qui ont rapport avec la mémoire, etc., laissent penser un petit peu ça, et c'était génial. Je trouve que l'auteur, je pense en tout cas que l'auteur, plus le temps passe, plus il assoit un petit peu sa popularité, ou en tout cas ses talents d'écrivain, plus il se permet de sortir des sentiers battus, et ça ressort très bien. Dans ce 3e volume de Skyward, il sort totalement des sentiers battus, il vous sort totalement de ce à quoi vous vous attendez, et c'était génial, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé l'histoire, le contexte, le rythme, j'ai aimé suivre les personnages, j'ai aimé les nouveaux personnages qu'on découvrait, j'ai aimé où ça nous menait, enfin bref, j'ai trouvé que c'était vraiment très très bon, et autant le premier, j'étais pas ultra convaincue, mais j'avais trouvé la fin intéressante, le deuxième un peu plus, là vraiment, j'ai aimé ce 3e volume, j'ai trouvé que c'était très chouette, c'était haletant, c'était prenant, j'ai été totalement embarquée dans l'histoire. Il y avait des moments où je me demandais où ça allait, où je me disais mais qu'est-ce qu'il nous fait Sanderson, mais en fait ça a du sens, et de toute façon c'est quelque chose que je vous ai déjà dit avec Sanderson, tout prend son sens. Ça veut dire que Sanderson c'est le roi du puzzle au début du bouquin totalement mélangé, et à la fin toutes les pièces ont leur place, tout a du sens, et rien n'est laissé au hasard, et c'est quelque chose que j'aime énormément. Il n'y a rien pour moi de plus frustrant qu'un livre qui se termine avec des questions, en tout cas je vais nuancer mon propos, qui se termine avec l'impression qu'on vous a mis des choses sous le nez, qu'on vous les a agitées et qu'on vous donne jamais la résolution, que les pièces ne retrouvent pas leur place. Sanderson, lui, bah si, il le fait très bien, on dirait qu'il a une liste de toutes les choses qu'il doit recaser à la fin, et c'est génial, j'adore, c'est très satisfaisant, et ce livre était très satisfaisant, et j'ai hâte d'avoir la suite. Deuxième livre que j'ai lu en janvier, c'est Au cœur de l'hiver d'Eve Matatia, que j'ai reçu en service de presse de la part de la maison d'édition Le Héron d'Argent, qui était donc un bouquin de fantasy où on suit le personnage principal. Alors encore une fois, vous savez bien que moi et les prénoms c'est compliqué. Donc on suit Yélène qui a priori a un cœur de glace, est en train de se transformer en glace. Donc c'est une réécriture un petit peu de la Reine des Neiges. Il y a ce côté Reine des Neiges qu'on retrouve. Et donc Yélène est mandatée pour une mission. On va l'affubler d'un espèce de chaman, je crois qu'on dit dans le bouquin. Je ne sais plus si c'est chaman le mot, mais quelque chose comme ça. En tout cas d'un personnage qui a de la magie avec l'écriture et l'encre, et d'une guérisseuse. Et donc tous trois partent pour cette mission pour lequel les rois les commanditent, avec l'espoir de récupérer, de gagner quelque chose. Donc ils ont chacun un petit peu leurs objectifs personnels, et on va suivre cette troupe qui est très, comment vous dire, qui
qui ne fonctionne pas très bien. Parce que Yélène est une solitaire et qu'elle a aucune envie d'être avec ces deux personnages et que ces deux personnages sont des gentils en fait et qu'il y a d'un côté cette guérisseuse qui recherche à tout prix un peu de chaleur humaine qui a été rejetée pour différentes raisons, qui a pas une vie facile et il y a ce personnage masculin qui lui revient de très loin, qui a dû énormément travailler pour asseoir sa position sociale et qui est profondément humain et qui a envie d'aider les autres humains. Ce que j'ai trouvé très chouette dans ce livre, c'est qu'il y a des vraies thématiques qui sont abordées par rapport à la nature, notamment par rapport au fait que la nature ne doit pas passer en second plan par rapport à l'humanité, et c'est quelque chose qui était très intéressant à travers ces personnages, puisque Yélène est plutôt du côté de la nature et comprend pourquoi la nature se défend des humains, alors que le personnage masculin, lui, veut à tout prix aider tous les pauvres gens qui subissent des choses et qui n'ont rien demandé. Ce que j'ai trouvé chouette, c'est que tous les points de vue s'entendent, c'est que tous les personnages, même si on n'est pas d'accord avec eux, même si on les apprécie pas trop, hein, Yélène elle n'est pas très appréciable, on entend leur point de vue et on comprend leur objectif, on comprend leur trajectoire personnelle et c'était plutôt chouette. C'est un livre que j'ai trouvé très sympa, il y avait des choses qui m'avait un petit peu moins plu. Je pense notamment au fait qu'il est en fait assez court, c'est-à-dire que ce bouquin, c'est typiquement ce genre de bouquin qui mériterait d'être une trilogie pour développer tous les aspects, parce que c'est un univers qui est riche, qui est dense, qui est pensé. On sent bien que l'autrice a pensé toutes les choses et qu'il y a plein de choses qu'elle ne peut pas dire dans ce nombre de pages et c'est frustrant. En fait, je pense que ce livre aurait été vraiment excellent s'il avait été plus long ou s'il y avait eu à minima de volume, parce qu'il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à développer que on est obligé de survoler. En fait, l'autrice est obligée de survoler certains aspects, c'est une nécessité parce qu'elle peut pas tout dire, sinon on se perdrait dans les détails. Donc finalement, dans le peu qu'elle peut dire dans ce court nombre de pages, c'est hyper intéressant, mais du coup en tant que lectrice, on est frustré parce que on voudrait en savoir plus. Je n'ai pas forcément aimé tous les personnages, j'ai pas trouvé que tous les personnages étaient c'était pas forcément tous des personnages qui étaient là pour être aimés en fait, et c'est très réussi. J'ai par contre assez accroché avec le personnage de la guérisseuse parce que j'ai trouvé que c'était la plus humaine et c'était la plus proche de nous dans le sens où c'est celle qui est le plus normale en fait. Et c'était vraiment une très chouette lecture, il y avait beaucoup d'aspects différents. Il y avait une fantaisie qui aurait pu être extrêmement étendue parce qu'il y a différents ordres, il y a différents clans, il y a différents types de magie, il y a plein de magies différentes, ne serait-ce que celle que fait la guérisseuse, celle que fait le personnage masculin dont je ne me rappelle plus le nom, et celle de la nature et celle d'un certain clan auquel je pense qui va un petit peu essayer de se battre contre Yélène pour récupérer le cœur de glace qu'elle a volé. Rien qu'avec ça, il y a de quoi développer des pages et des pages, quoi. En fait, c'est vraiment un bouquin qui mériterait d'être beaucoup plus long. Mais bon, écoutez, je trouve que pour un premier roman, c'est vraiment très chouette. Je trouve que l'autrice a une très belle plume, ça fonctionne très bien. Je trouve qu'elle a des choses intéressantes à dire, elle a un univers qui est très riche. J'espère qu'elle aura l'occasion d'écrire d'autres livres dans cet univers pour qu'on apprenne plus à le découvrir, parce qu'il y a vraiment des trucs, je vous dis, qui sont hyper intéressants. Donc c'était une bonne lecture. Voilà, j'étais très contente d'avoir l'occasion de le découvrir, d'avoir l'occasion de soutenir le travail de cette autrice qui est française pour sa première publication. Et voilà. Troisième livre que j'ai lu en lecture commune avec Pénélope, c'était Liavek, donc de Megan Lindholm et Steven Bruss, qui se passe dans l'univers de Liavek. Vous savez, peut-être ou pas d'ailleurs, que pas mal d'auteuristes ont repris l'univers de Liavek et ont écrit dedans. C'est le cas d'Alan Moore, donc ici là avec l'hypothèse du lézard. Donc il y a pas mal d'écrivains et d'écrivaines qui se sont penchés sur cet univers et qui ont créé des nouvelles au sein de cet univers. Et Liavek, c'était très chouette, c'était très surprenant. On est dans un univers qui est assez sombre, où la magie est assez négative, elle n'est pas vue de manière positive par les habitants, sa pratique est dangereuse et un peu hasardeuse aussi, et donc on suit un personnage féminin qui est une préadolescente au début, qui arrive à son jour de chance. Le jour de chance, c'est en gros le jour de son anniversaire, il y a un moment précis, le jour de son anniversaire, où on a une chance particulière et où on peut espérer développer la magie. Donc elle, c'est ce qu'elle voudrait, sauf qu'elle est orpheline, qu'elle a été récupérée et que personne ne sait quand elle est née réellement, jusqu'au jour où elle sent que ce jour-là c'est son jour de chance et qu'elle peut faire quelque chose. Elle va voir un magicien, une espèce de vieux magicien un peu paumé, pas très convaincant, qui est plus un mec qui bidouille des potions pour les verrues qu'autre chose, et elle va lui demander de l'aide et ça va déboucher sur toute une aventure assez qui la dépasse en fait. Ce que j'ai beaucoup aimé dans Liavek, c'est que c'est des nouvelles sans être des nouvelles. Ça veut dire que c'est pas des nouvelles dans la mesure où on suit ce personnage tout au long du bouquin, donc il y a un vrai fil rouge, il y a une vraie unité entre les nouvelles, mais les auteurisses
alternent. Et il y a quand même à chaque fois une espèce d'unité quand même au sein de chaque récit. C'est un peu particulier, mais c'est un exercice que j'ai trouvé très intéressant, qui devait être très intéressant à réaliser pour les autoristes et que j'ai beaucoup aimé. Finalement, ce que j'ai préféré, au-delà du fait que j'aime beaucoup l'ambiance et l'univers de Liavek, j'ai adoré le travail humain autour de ce personnage féminin, dont je ne me rappelle encore une fois plus le prénom, parce qu'on la voit au début quand elle est encore enfant. Ça veut dire qu'on est vraiment à cette période charnière entre l'enfance et la préadolescence. Au tout début, elle est encore enfant, elle va basculer dans l'adolescence, puis basculer dans l'âge adulte, entre guillemets, et on va voir cette espèce d'évolution et ce que ça implique en termes de relation avec sa famille adoptive et avec d'autres personnages, et aussi d'elle par rapport à elle-même. On va la voir évoluer, changer, remettre en question absolument tout ce qu'elle a appris depuis qu'elle est petite, puis ensuite équilibrer un petit peu les jauges et se dire que peut-être que tout n'est pas acheté. Et c'est quelque chose que j'ai particulièrement aimé dans ce bouquin, c'est le travail du personnage principal féminin, de cette petite fille puis de cette jeune fille et son évolution. J'ai trouvé que c'était tellement bien fait, tellement intelligent, tellement réaliste et que ça s'insérait très bien dans ce contexte de fantasy, ça s'insérait extrêmement bien dans l'univers et dans le travail de l'univers et de l'aventure et de l'histoire, et j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était hyper intelligent. Franchement, c'était une très chouette lecture. On l'avait mis en pause, on l'a repris, je pense que ça a un petit peu desservi le bouquin parce que je pense que si on se l'était fait d'affilée, on l'aurait mieux apprécié. Mais c'est pas grave, c'était quand même très chouette. C'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, que j'ai trouvée très intéressante, que je vous recommande. Tout ce qui concerne l'univers de Liavek m'intéresse, donc je vais me renseigner pour savoir s'il y a d'autres ouvrages que ceux que j'ai lus, parce que je serais très curieuse d'en découvrir plus. Quatrième livre que j'ai lu et apprécié en janvier, c'est La Reine du Noir de Julia Barthes, qui est un service de presse que j'avais reçu de la part de Sonatine, qui a très clairement une inspiration Monsieur Toussaint l'Ouverture au niveau de la couverture. C'est un thriller, c'est un très chouette thriller. On suit le personnage d'Alex, qui est une jeune autrice, qui depuis 1 an n'a pas réussi à écrire parce qu'elle a vécu une rupture amicale très très violente, très difficile à vivre pour elle. Et il se passe au début qu'il y a une espèce d'appel à manuscrit de la part d'une très grande autrice de thriller qui s'appelle Rosa Valo. Alex va pas pouvoir participer parce qu'elle est trop âgée. L'autrice très célèbre demande des femmes de moins de 30 ans, elle a plus de 30 ans, sauf qu'elle a un contact dans l'édition qui va proposer son manuscrit à Rosa Valo suite à un désistement, et elle va être sélectionnée et elle va partir pour cette retraite d'écriture qui est censée durer un certain temps, 15 jours, un mois, enfin un certain temps, 15 jours je crois. Et elle va partir, elle va découvrir une fois sur place que son ancienne meilleure amie avec qui elle a vécu cette rupture très difficile a aussi été sélectionnée par le même biais qu'elle, ça veut dire qu'il y a eu un désistement et on a proposé un de ses écrits, et donc on va suivre plein de choses en fait. C'est un ouvrage qui est assez dense, qui a une première partie qui est assez lente, où on va suivre d'abord le contexte de vie d'Alex, ce qui se passe dans sa vie, où elle en est, puis ensuite l'arrivée à Black Briar, qui est donc le manoir de l'autrice, avec la découverte de ses nouvelles colocataires, co-autrices, et ensuite il va y avoir une accélération par rapport au thriller à proprement parler, et à plein de choses qui se passent qui sont assez noires, assez sombres, enfin voilà. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé que les personnages fonctionnaient bien. J'ai trouvé que l'autrice avait vraiment la volonté d'être inclusive dans son écriture et d'ouvrir peut-être la vision du féminisme, des personnages queer, etc. Et aussi des questions de racisme dans le milieu d'édition à un public un petit peu plus large, puisque Sonatine, ça a pour lectrice en fait un très large public, beaucoup plus que des maisons d'édition, beaucoup plus de niches comme La Volte par exemple. Donc c'est pas très subtil la manière dont elle le fait, mais c'est pas fait pour un public qui s'y connaît déjà en fait. Donc c'est très chouette qu'elle le fasse. C'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. On parle beaucoup de maisons d'édition, des problèmes qui existent dans les maisons d'édition et dans l'édition aux États-Unis. Donc voilà, tout l'aspect fric, capitalisme, tout l'aspect racisme, tout ça, c'était vraiment très chouette et très intéressant. Il y a le côté thriller qui était très, très sympa parce qu'il y avait un côté fantastique à un moment donné où on se demandait s'il y avait vraiment quelque chose de macabre et de magique ou pas. C'était très réussi, moi j'aime beaucoup ça. Et il y avait toute la résolution qui était peut-être un peu abracadabrantesque, mais qui fonctionnait bien quand même, que moi j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé assez satisfaisante sur la fin. Enfin, c'est un bouquin que j'ai aimé dans l'ensemble, que j'ai trouvé très sympa. Il y a un côté très yellow face dans ce bouquin, avec ce même genre de questionnement. C'est beaucoup moins sarcastique et ironique que yellow face, mais il y a un petit peu de ça quand même. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Vraiment, pour moi, on est sur un très bon mix entre des bouquins de Du Maurier, donc typiquement, voilà, Rebecca, je pense, très inspirée de Rebecca, peut-être aussi inspirée des autres bouquins de Du Maurier en termes d'ambiance, en termes de travail, sur le huis clos, le manoir, le côté fantastique, etc.
et du Yellow Face de R.F. Kuang, et c'était très chouette. C'était vraiment très chouette. Si vous avez envie d'un truc addictif, où vous verrez pas des choses problématiques parce que l'autrice fait attention à ça et les dénonce au contraire, avec ce côté sombre, ce côté huis clos, ce côté manoir, ce côté entre femmes, enfin vraiment ça peut vous plaire. Voilà, donc très chouette lecture. J'étais très contente de lire, j'ai beaucoup aimé, ça a fait le job, j'en étais ravie. Voilà. Cinquième lecture, j'ai lu Celle qui a tous les dons de M.R. Carré, qui est un post-apo où en gros il y a eu une grosse épidémie qui rend les gens plus conscients d'eux-mêmes, des espèces de zombies qui dévorent les autres humains, les contaminent. Donc on est sur une espèce d'invasion de zombies et au début on va suivre une petite fille qui vit dans un espèce de truc militaire où elle va à l'école, mais on comprend très vite qu'elle n'est pas comme les autres enfants, c'est-à-dire que, enfin en tout cas pas comme les autres enfants, pas comme les enfants que nous on connaît, c'est-à-dire que elle et ses camarades, ils sont une vingtaine je crois, sont attachés H24 à des fauteuils et on les transporte qu'avec des fauteuils et ils ne peuvent pas bouger aucun de leurs membres. Ils vont à l'école, on les voit suivre un petit peu le cours de leur vie jusqu'au moment où il se passe quelque chose et toute la situation explose et il faut partir. Donc on est vraiment dans un espèce de post-apo, un peu thriller, comme le fait très bien M.R. Carré. C'est hyper addictif. L'auteur pose vraiment des questions intéressantes. Je pense notamment à l'éthique, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut se permettre de sacrifier un individu au profit de la communauté, tuer un individu au profit de la communauté, ou est-ce que non en fait, on peut pas trouver ça normal de sacrifier un enfant pour la communauté et il faut trouver un autre moyen. C'est des questions éthiques hyper intéressantes et hyper importantes à se poser. On a différents adultes qui gravitent autour de cette petite fille, qui ont des points de vue très différents, des points de vue qui parfois vont évoluer. C'était vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé tout ce rapport à cette petite fille qui est différente, qui n'est pas comme les autres enfants, et la manière dont les adultes qui sont autour d'elle la perçoivent et comment cette façon de l'apercevoir peut évoluer en fonction de certaines choses. J'ai aussi beaucoup aimé une question qui court tout au long du bouquin mais qui est bien posée à la fin, qui est très intéressante, à savoir, en tant qu'humain, nous on veut survivre, on veut faire survivre notre espèce, on veut survivre individuellement, mais la grande question sous-jacente à tout ce bouquin, c'est est-ce que finalement, s'il y a une apocalypse, c'est pas pour que l'humanité disparaisse et laisse place à autre chose. Et est-ce que c'est pas normal que ça se renouvelle en fait et qu'on accepte de céder la place en tant qu'humain à de nouvelles choses, de nouvelles espèces et une nouvelle manière de vivre. C'était hyper intelligent comme bouquin, c'était vraiment hyper intelligent, c'était très haletant, ça a ce côté thriller, ce côté un peu course-poursuite, ce côté très post-apo où il faut fuir et il faut survivre et il faut trouver comment survivre, donc des choses très pragmatiques comme se nourrir, se cacher, se protéger, mais aussi pour aller où en fait. Il y a cette question où est-ce qu'on va pour survivre. C'était vraiment une très bonne lecture, c'est un très bon post-apo. Si vous aimez les histoires de zombies, c'est génial, franchement c'est assez différent. Alors on est sur des zombies qui ont quelque chose de très classique dans certains aspects, mais il y a quand même quelque chose d'un peu différent, je trouve, par rapport à d'autres aspects de la manière dont les a pensés M.R. Carré que j'ai beaucoup aimé. C'est du bon M.R. Carré, c'est du très bon M.R. Carré, c'est très addictif, c'est très intéressant. C'était une lecture qui m'a totalement embarquée, que j'ai apprécié, que j'ai dévoré. Ça se lit comme à rien, même s'il n'est pas si petit, et je vous le recommande. Si vous aimez les post-apos qui n'ont pas tellement ce côté anticipation, qui du coup ne sont pas tellement effrayants parce que ça vous rappelle à ce qui pourrait arriver dans quelques dizaines d'années à nous, ça peut très bien le faire avec vous parce que vraiment on est sur toute autre chose et c'était génial. Dernier bouquin que je vous présente ici et ensuite je vous laisse. C'était un de mes gros coups de cœur de ce début d'année, c'est Envol de Kathleen Jennings, qui est donc ce très court ouvrage que j'ai reçu en service de presse de la part des Moutons électriques, qui va parler de Bettina, qui est une jeune fille, je ne sais plus quel âge elle a, mais c'est une ado je crois, qui vit avec sa mère depuis que son père et ses frères ont disparu. Je ne sais plus si son père est mort ou pas, mais en tout cas, voilà, elle est toute seule avec sa mère, il y a eu un accident de voiture, son père est soit mort soit a disparu, ses frères ont suivi, et Bettina vit depuis ce temps-là, depuis ces 3 dernières années, avec sa mère qui a une très très forte emprise sur elle. Jusqu'au jour où elle va recevoir une lettre qui va déclencher chez elle un espèce de sursaut, de réveil, où elle va vouloir et avoir espoir de retrouver ses frères. Donc pour ça, dans cette quête, elle va partir avec 2 anciens amis à elle, qu'elle a un peu oubliés, et on se rend très vite compte qu'il y a une part de fantastique dans ce bouquin, parce que quand ses amis parlent d'elle et de ce qu'elle était 3 ans auparavant, elle ne se reconnaît pas du tout et elle ne voit pas du tout de quoi il parle. C'est un bouquin qui était très 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 bon. C'est un bouquin qui fait partie de ces livres que moi j'aime parce qu'il y a ce réalisme magique, mais il y a aussi cette part de fantaisie urbaine et d'horreur qui fonctionne super bien. Il y a une grande part laissée à la nature que j'ai adorée, nature qui n'est ni foncièrement méchante ni foncièrement bonne, mais qui est dangereuse. Il y a cette part aussi de conte qui est avec des personnages typiques tirés du conte que j'ai adoré. Il y a vraiment ce côté dénonciation
et mise en avant de relations d'emprise, de parents à enfants qui étaient très intéressantes. Enfin, ce livre regorge de bonnes choses. Il est extrêmement bien écrit. Il est prenant, il est haletant. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, il y a plein de choses qu'on n'est pas sûr de comprendre parce que tout ne vous est pas donné et ça fait partie du jeu de ce genre de livre. Un petit peu, comme je vous l'ai déjà dit, à la Erin Morgenstern, un petit peu à la Piranèse, voilà, ce genre de bouquin où vous n'êtes pas sûr de tout comprendre, où vous n'êtes pas sûr que tout est très clair, mais vous vous laissez porter et il faut se laisser porter par l'écriture, par l'ambiance, par le travail de l'univers, par ce qui arrive aux personnages et par les thématiques qui sont abordées en fait. Et moi j'adore ça, vraiment j'adore ça, je suis une très grande friande de ce genre d'ouvrage, j'ai adoré Envol, vraiment. J'ajouterai, je l'ai déjà dit mais peut-être que vous ne l'avez pas vu, que toutes les illustrations sont réalisées par l'autrice, donc ont du sens, ont été pensées par rapport à son bouquin. Je ne sais pas dans quelle mesure elle a fait les illustrations par rapport au texte, d'un point de vue qu'est-ce qui a inspiré l'autre, enfin voilà. Mais en tout cas, du coup, ça a du sens et c'est chouette et j'ai adoré. J'ai adoré le côté un peu fantastique, j'ai adoré, enfin voilà, c'était vraiment très très bon, vraiment très intelligent. Un truc que je relirai, vraiment. J'ai déjà très envie de le relire, mais j'ai adoré. Donc voilà, et ça se passe, je vous l'ai peut-être pas dit, en Australie, donc c'est aussi un contexte un petit peu différent. Il y a ce côté petite ville, paumée, où on a contact avec l'extérieur que très difficilement, enfin... Voilà, moi j'adore, je trouve ça génial. Voilà, c'est tout pour ce bilan qui aura été assez long. J'ai essayé d'être rapide, mais c'est pas évident, j'avais quand même 6 lectures à vous présenter. Je vous tournerai la semaine prochaine normalement un deuxième bilan avec 6 lectures. On essaiera d'être efficace et d'aller droit au but, c'est un peu l'objectif des bilans. Sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres dont j'ai parlé, si vous les avez aimés ou pas et pourquoi. N'hésitez pas à me dire si certains vous font envie, s'ils sont dans votre wishlist, dans votre pile, si je vous ai donné envie de les sortir. Voilà, allez-y en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir comme toujours. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée, je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!